écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, nous allons parler d'un très beau documentaire, Soulèvement, un film qui nous permet de nous approcher de 16 trajectoires singulières et à travers elles de nous approcher de l'intimité d'un mouvement de résistance intergénérationnelle porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l'accaparement des terres et de l'eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et qui fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des soulèvements de la Terre, ce mouvement de forces multiples, déployé un peu partout dans le pays, qui expérimente d'autres modes de vie, tisse de nouveaux liens avec le vivant. Donc ça, c'est pour la présentation officielle. Et pour nous en parler sur So Sweet Planet de ce beau documentaire qui sort en salle le 11 février, je reçois son réalisateur, Thomas Lacoste. Bonjour Thomas. Bonjour Anne, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir, parce que vraiment j'ai trouvé que ce film très très beau et puis très nécessaire et très pertinent par rapport à cette époque complètement dingue dans laquelle nous sommes embarqués. Et franchement, c'est un très beau film et qui fait du bien, et pas qui fait du bien juste feel good movie. C'est vraiment un film qui s'ancre pile dans l'époque et qui apporte des belles choses. On va en parler plus en détail. Est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu à nos auditrices et auditeurs pour qu'ils puissent savoir ce que tu as fait avant et un petit peu ce qui t'anime, parce que moi j'ai vu que tu avais fait déjà pas mal de choses et qu'il y a pas mal de choses qui t'animent aussi. Oui, alors là, bon, c'est des présentations, c'est toujours compliqué. Enfin, j'aime beaucoup présenter les amis entre eux, mais me présenter, c'est une tâche un peu complexe, mais je vais la tenter. Bon, si on me la faire courte, grosso modo, je viens du livre. Et au tournant des années 2006-2007, je me suis engagé assez résolument du côté du cinéma. Depuis, j'ai produit un certain nombre de films, dont entre autres 10 longs métrages. Soulèvement est mon 10e long métrage. Je sors d'un travail assez long pour accompagner la transformation du conflit au Pays Basque, du conflit armé, et de sa sortie. Voilà, donc c'était l'occasion pour nous de faire une trilogie avec un court-métrage qui a accompagné le désarmement, un moyen-métrage qui a accompagné la dissolution du groupe armé ETA, et puis un long-métrage qui, lui, pour la première fois, faisait entendre les voix de celles et de ceux qui ont à la fois participé à cette lutte de 80 ans et qui avait aussi été résolument engagé dans la transformation du conflit, dans sa sortie. Et voilà, donc ça a été pour moi un long travail, très, très enrichissant humainement, qui charriait une des grosses questions de l'humanité, savoir comment penser dignement les sorties des conflits armés pour les populations. Et voilà, et donc j'arrive avec ce nouveau film Soulèvement, avec une belle équipe derrière moi, et de nombreux partenaires. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Donc il est né quand et comment ce film ? Parce que là, alors typiquement, autant il y a des films on peut en parler en rentrant, mais alors là, on est obligé de resituer un peu le contexte quand même. Oui, alors le film, il n'est pas tout à fait encore né, hein. Il naîtra officiellement le 11 février prochain. Oui, mais le montage est terminé quand même. Voilà, le montage est terminé. Le montage, tu le présentes déjà en avant-première. Oui. Ouais, voilà. Le montage s'est terminé au printemps dernier, 25. La post-production c'est fini fin juin. Mais l'histoire prend sa source au printemps 23. C'est un moment, donc je suis encore avec l'hypothèse démocratique, une histoire basque en salle, accompagner le film. Et puis c'est ce moment où l'État français en l'occurrence, décide de criminaliser ce jeune mouvement qui est né en 2021, en janvier 2021,
un mouvement donc intergénérationnel, comme tu l'as dit, et porté principalement par la jeunesse. Et donc, c'est la violence des actes qui vont être posés là dans ce printemps qui vraiment m'a suffisamment interpellé, en tout cas pour me dire qu'il y avait potentiellement de quoi faire film et de quoi, à minima, d'interroger notre société sur voilà ce qu'elle était en train de faire, qu'est-ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que veut dire une société qui est comme ça se met à violenter aussi fortement sa jeunesse quand celle-ci est affairée collectivement à défendre nos communs. Et là, voilà, donc c'est une question qui me semblait suffisamment épaisse pour entrer en cinéma. Oui, parce qu'en 2023, donc, il faut un petit peu recontextualiser. Et pour nos Mhm, amis qui ne se souviendraient pas, qui ne sont pas plongés mhm, dans ce mouvement, dans les soulèvements de la Terre, et puis aussi, on a pas mal de personnes qui nous écoutent à l'étranger, donc quelquefois bien sûr, qui n'ont pas eu forcément accès à ces actualités. Donc, bien est-ce que tu sûr. peux nous redire un petit peu, Oui. déjà en 2021, pourquoi et comment il naît, et puis comment on se retrouve en 2023 avec de la violence? Parce qu'en plus, géographiquement, c'est pas sur le même lieu, je crois, hein, tout ça. Alors, le mouvement naît effectivement, le mouvement Les Soulèvements de la Terre naissent en janvier 2021 sur un territoire assez fort symboliquement qui est la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Pour rappeler en 2017-2018, donc il y a eu cette victoire contre l'aéroport, donc une victoire de haute lutte hein, de plusieurs dizaines d'années et une grosse dernière dizaine très très active, voilà, donc qui a permis, cette mobilisation a permis de faire en sorte que cet aéroport ne se construise pas sur ces terres de Notre-Dame-des-Landes. Donc là, on est au nord de Nantes. En réponse, l'État a décidé, pour bons et loyaux services de cette jeunesse, de raser cette ZAD, qui va être immédiatement reconstruite pour partie et réhabitée par bon nombre de collectifs. Et donc en janvier 21, alors qu'on est encore pris dans ces temps de privation de liberté par le Covid, 200 personnes vont se réunir donc à la ZAD Notre-Dame-des-Landes pour lancer ces soulèvements de la terre. On reviendra sur la composition parce que c'est déjà il y avait déjà une composition qui était très très riche Oui. et qui je pense fait une des grandes forces de ce mouvement. Et donc alors moi j'étais là vraiment loin d'eux, je suis extérieur au mouvement, bon par contre j'ai toujours eu une acuité particulière sur tout ce qui s'inventait de politique sur nos territoires et ailleurs, tout particulièrement quand ces aventures politiques étaient portées par la jeunesse. Donc j'étais quand même relativement focus sur ce qui se faisait, mais j'étais très loin parce que j'étais euh, voilà, engagé sur ma trilogie basque, Oui. l'hypothèse démocratique. Et donc du coup, donc ils ont posé tout un tas d'actes entre-temps, enfin qui étaient sur différents territoires, on y reviendra aussi. Et en 23, au printemps 23, dans cette séquence, il y a trois faits très marquants, plus un quatrième qui me semble intéressant aussi à discuter. Le premier, c'est le 25 mars 23, on a un État qui va opposer 5200 grenades à 30 000 personnes qui manifestent dans un champ qui entoure un trou sans la moindre infrastructure. Ce trou était destiné à construire une énième méga bassine à Sainte-Soline. Donc on a eu très récemment des enquêtes de Mediapart et de Libé qui documentent le degré de violence ahurissant qu'a opposé à ces manifestants la gendarmerie nationale française. Oui. Avec des vidéos filmées par les policiers eux-mêmes. Voilà. Et quelques semaines après, on aura, pour moi c'était très alarmant ça, deux vagues d'arrestations qui vont être perpétrées par une police très particulière, une des polices antiterroristes françaises, la SDAT, pour ne pas la nommer, qui va perpétrer donc une cinquantaine d'arrestations dans les rangs de ce jeune mouvement et qui va amener un certain nombre d'entre elles et d'entre eux, de ces militants, à être déférés en garde à vue pendant 96 heures au quatrième sous-sol de Levallois-Perret.
donc siège de l'antiterrorisme. Et je trouvais ça déjà, voilà, très 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 fort de café qu'on rabatte cette jeunesse, voilà, qui s'affaire à défendre le vivant et nos communs sous ce prisme de l'écoterrorisme. Enfin, on va y Oui, revenir. oui, Et oui. en troisième temps, au lendemain de cette deuxième vague d'arrestation, on aura un ministre de l'Intérieur qui va annoncer la dissolution de ce mouvement. Une dissolution toute relative, puisque quelques mois après, au mois de novembre, le 8 ou le 9 novembre 23, le Conseil d'État va casser cette décision. Oui. Et dans cette même séquence, alors ça commence un peu avant, et bien sûr ça va prendre beaucoup plus d'ampleur après, on aura dans l'espace public, et particulièrement au sein des médias mainstream, l'installation d'une figure, la construction, on va dire, d'une pure chimère, et avec, qui est celle donc de l'éco-terroriste. Et donc je trouvais que ça, ça faisait beaucoup pour ce jeune mouvement. Et donc c'est là, je me suis dit, bon, dans un premier temps, voilà, essayons d'aller les rencontrer et voyons voilà, ce qu'on peut faire. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que moi, j'étais plutôt allé les voir pour réfléchir à leur côté à leur stratégie de défense, parce que je connaissais très bien et le parquet et le PNAT, le parquet national antiterrorisme, et la 16e chambre, parce que j'avais eu beaucoup à faire avec la protection des personnes, des facilitateurs de paix et des négociatrices de paix au Pays Basque. Mais très vite, j'ai vu que du côté du juridique, ils étaient très très bien équipés, et donc il n'y avait pas forcément besoin de mes services là. Et très 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 rapidement, en suivant, donc s'est imposée cette idée de film. Voilà, voilà. D'accord. Tu dis qu'à l'origine du film, il y a une cuisante question. Comment un État peut-il criminaliser sa jeunesse pour les efforts qu'elle déploie à inverser le funeste cours des choses, pour partie orchestrée, faut-il le souligner, par ce même pouvoir, et à tenter de nous en sauver collectivement? Je te cite. Donc, est-ce qu'il y a finalement eu une réponse à cette cuisante question? Parce que pour moi, elle reste, elle reste bien posée sur la table, la question quand même. Est-ce qu'on arrive à répondre à cette question? Le film essaie d'y répondre à sa manière, par les puissances du cinéma, par les puissances sensibles, mais après, je sais pas, il y a plein de façons de prendre cette question. Je pense Oui, qu'effectivement, aujourd'hui, le degré de lobbying des intérêts privés a pris une telle ampleur dans nos pays que, effectivement, même l'éthique humaine la plus élémentaire, c'est-à-dire défendre notre prochain, oui, n'est plus respectée. Donc, vous voyez, donc on est on rentre dans des temps relativement sombres. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de les pointer et d'essayer de remettre un peu d'éthique, d'humanité, oui. voilà, C'est vraiment ce qui dans ce. sort du film, hein. Oui. Hmm. On sent beaucoup de sensibilité. On va en reparler chez toutes ces personnes qui témoignent. Et donc, en fait, il y a eu cette réaction et ce large mouvement de solidarité et de résistance dans tout le pays, avec la création de plus de 150 comités locaux. J'ai regardé sur leur site internet, je crois que c'en est à 170 là, si c'est à jour, et plus de 200 000 personnes qui se réclameront membre des soulèvements de la Terre. Donc toi, en fait, est-ce que tu t'es approché du mouvement en 2021 ou vraiment qu'au moment du début du film en 2023? Et comment est-ce que tu l'as vu évoluer, ce mouvement, depuis le début du film et peut-être même depuis que tu as terminé le tournage, puisqu'il y a eu encore des nouveaux éléments? Est-ce que tu penses que ça prend de l'ampleur? Est-ce que c'est stabilisé? Comment ça a évolué? Alors je pense que, oui, de l'ampleur ils en prennent. Ils sont de plus en plus sur. Enfin, le film essaie de le montrer un tout petit peu, mais c'est vrai qu'ils sont partis au départ sur la lutte contre l'accaparement des terres et de l'eau, contre l'artificialisation des sols.
Ils se sont lancés, et ça c'était pendant le tournage, dans un soulèvement antifasciste dont on va avoir sûrement grandement besoin. Et puis voilà, ils ont ouvert différentes brèches sur l'armement, sur les solidarités internationales. Donc oui, c'est un mouvement qui est en perpétuelle invention, j'ai envie de dire, Oui, oui. qui grandit, mais qui grandit très vite, mais avec toujours en ayant une acuité, une précision sur les gestes posés assez impressionnante. Voilà ce que je peux dire. Après, évidemment, en les rencontrant, parce que donc encore une fois, je sais pas que j'étais extérieur au mouvement, et ce n'est qu'en 23 que je les rencontre, même si j'avais des amitiés très très proches des soulèvements qui me permettaient de faciliter notre rencontre, mais donc j'étais vraiment extérieur au mouvement. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, par contre, après, en les rencontrant quotidiennement pendant tout le temps de tournage, lors de nos discussions de préparatoire, pendant le tournage et puis maintenant après évidemment, j'ai découvert énormément de choses et de profondeur dans ce mouvement. Oui, c'est ce qu'on découvre aussi. Enfin, en tout cas, si on n'était pas au courant, moi, je ne connaissais pas d'aussi près que le film m'a permis d'approcher. Et on se demande forcément comment ça se passe pour toi au début du film, parce que tu dis que tu étais extérieur au mouvement, mais du coup, on imagine qu'il t'a fallu... parce que pour trouver des personnes qui acceptent de parler face caméra, à visage découvert, avec les dispositifs de surveillance, les moyens d'investigation de la police antiterroriste qui étaient mis en place. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit dans le film, qui dit: tu t'aperçois que tu as été surveillé pendant des mois, tes appels écoutés, tu as été suivi en voiture, tu te demandes, ils n'ont pas mieux à faire. Mais alors, du coup, au début, comment ont-ils accepté de s'engager tous à témoigner face caméra comme ça? Il faudrait leur demander Ouais. directement. Moi, ce que je peux te dire, c'est que, évidemment, tu as tout à fait raison, hein, face à l'ampleur de cette surveillance, c'était vraiment pas facile pour eux de se dire qu'ils avaient témoigné face caméra, et Ouais. puis à visage découvert, et puis voilà, de s'engager avec quelqu'un qui est effectivement purement extérieur au mouvement. Mais ceci dit, par contre, de par nos amitiés qui nous reliaient, et puis certaines et certains connaissaient mon travail, mes travaux, Oui. ils ont vu ce que ces dispositifs que j'utilisais aussi avec l'hypothèse démocratique avaient produit sur le territoire basque. Enfin, donc, suite à quelques discussions, certains et certaines étaient très, très convaincus par l'intérêt du film. Ils en ont discuté entre eux. Au mois d'octobre, il y a eu un magnifique cadeau qui a marqué, qui a été très important symboliquement pour cette histoire. Ils nous ont offert l'accès à l'ensemble de leurs archives Oui. euh, textuelles, audio et audiovisuelles, avec des images fixes et animées. Et ça, voilà, ça c'était le geste symbolique qui marquait La confiance. le régime de confiance suffisant pour pouvoir entrer en cinéma, Mm. pour moi, quoi. Ah oui. Mhm. Et dans ton documentaire, il y a un parti pris qui est très bienvenu, je trouve, de sobriété, parce que c'est pas du tout l'aspect sensationnel médiatiquement, les images chocs que tu es allé chercher. Tu as construit le film avec des entretiens, des images tournées dans des champs ou ailleurs, et des archives en noir et blanc. Comment tu l'as pensé, cette construction et la mise en forme, en fait, en images? Mm. Voilà, donc ça c'est assez tôt, ça c'est un des rares avantages de l'âge, c'est qu'on sait un petit peu où on va, Oui. et enfin, voilà, et pourquoi surtout. Et donc du coup, il y avait donc très tôt, j'avais cette idée effectivement d'un dispositif très simple, très minimaliste, très non impactant sur les paysages, Oui. pour pouvoir effectivement me lancer dans un pari un peu fou qui est de filmer de la pensée. Et donc, pour ça, il faut être très peu, des toutes petites équipes, effectivement, avec des caméras qui sont posées. Mm. Et puis,
travailler voilà, une espèce de maïeutique d'entretien où on se déplace beaucoup, on essaye d'aller vraiment à cœur, au cœur de l'intime, voilà, se dégager un tout petit peu, voilà, des réflexes militants, non pas que ces réflexes-là ne soient pas très très importants et salutaires et combien importants à l'extérieur du cinéma, mais pour faire cinéma, voilà, pour nous c'est extrêmement important d'aller chercher à s'appuyer sur les puissances du cinéma, quoi, donc en l'occurrence les puissances sensibles. Et puis, alors effectivement, il y avait cet autre pari qui était par la rencontre une à une de chacune de ces personnes, de ces protagonistes du film, de parier donc que par les individualités, on allait lever lentement le paysage collectif du mouvement. Donc ça, c'était un autre pari, mais on va peut-être y revenir. Et puis, il y avait effectivement cet autre régime d'image. Et pour moi, c'est important de charrier différents régimes d'images qui appellent ces archives. Archives qui sont passées effectivement en noir et blanc, qui sont en surimpression, avec nos propres images, et qui jouent comme d'abord des temps de stase dans cette ligne principale du récit, de ces entretiens, donc à trois reprises, trois stases, mais qui fonctionnent un peu comme la mémoire à la fois de nos personnages, la mémoire du mouvement, mais aussi quelque chose d'un espace assez immémoriel, comme ça, qui travaille à la fois avec le songe, la subjectivation des spectatrices, des spectateurs, les réminiscences aussi peut-être, parce que ça fait écho à des actualités. Certaines images voilà, ont pu être alors pas celle-ci, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir l'impression d'être déjà vu à certains endroits. Mais bref, donc je voulais jouer avec toutes ces dissonances, avec toutes ces matières, et encore une fois, voilà, avec cette idée d'aller essayer au maximum d'épouser les puissances sensibles du cinéma, pour le coup en s'écartant vraiment et radicalement de toute forme militante, on va dire. Voilà. Oui, on s'inscrit dans une... Rancière parlerait de partage du sensible, et j'aime beaucoup son expression. C'est des politiques égalitaires, voilà, qui permettent d'expérimenter, de faire ressentir, d'éprouver, voilà, par l'intime, ce que vivent les uns et les autres, et donc par ce biais-là, de redistribuer les places et les parts de chacune, de chacun. Et là, ça nous fait rentrer dans une autre dimension aussi du film, qui était pour nous, et c'est peut-être le pari le plus important, c'était d'essayer de filmer la dignité et l'intégrité de ces visages, de ces vies, de ces êtres, à la même hauteur que les paysages, et réciproquement, de tenter de faire paysage de ces visages, mais Oui. aussi de tenter du coup de filmer le vivant avec la même intensité, et de voir si, je sais pas, la frondaison d'un chêne, du chêne pris dans le vent, qu'est-ce qu'elle avait à nous raconter, ou qu'est-ce que l'œil de ce cheval témoin de ce schisme de Sainte-Soline peut nous dire. Voilà. Ces rapports égalitaires que je voulais instaurer, et ce soin, en tout cas, ce prendre soin est vraiment égalitaire pour l'ensemble des protagonistes du film, du coup, qui sont multiples, parce que on va peut-être en parler, mais parce qu'évidemment, ils ouvrent tellement leur existence, ces militantes, ces militants, à une infinité de relations avec le vivant, que voilà, le film devait à minima tenter de prendre cette direction-là. Oui, donc effectivement, on voit une diversité en âge, en personnalité, de où ils viennent aussi, chacun, chacune. Et je me faisais la réflexion, mais j'ai eu la réponse en fait en préparant l'interview, parce que je me disais, mais en fait, est-ce qu'ils sont essentiellement tous issus du milieu rural? Et je me disais, il n'y a pas beaucoup de diversité en termes de personnes racisées. Mais j'ai vu que tu en avais conscience et que c'était peut-être un projet à venir. Oui, non, oui, bien sûr, non, mais oui, ça c'est un projet à venir. Mais en fait, on voulait pas trop tricher non plus avec la réalité de ces mouvements. C'est des mouvements qui sont encore très, très, très blancs, même si il y a
Alors, c'est des compositions extrêmement larges, ça c'est vraiment important et c'est une force de ce mouvement, hein. Donc, d'abord intergénérationnellement, ça saute aux yeux, et on a des moins de 20 ans, des plus de 80, clairement, même si majoritairement, voilà, la jeunesse est là, mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est la fluidité, en fait, aussi le film essaie d'en témoigner aussi, hein, ascendante, descendante, comment la pensée circule entre les générations. Ouais, c'est assez touchant, oui, de voir, et Ouais. aussi les enfants et les parents qui Mm. prennent à bras le corps et qui s'approprient une lutte commune, en fait. Et après, il y a aussi une diversité, évidemment, d'expériences, de culture politique, avec des très jeunes qui viennent des mouvements climat, enfin, entre autres, hein, mais pas que, mais voilà, des paysannes et des paysans qui eux, défendent une agriculture paysanne très, très vertueuse, très, Très autonome. évidemment, voilà, très autonomes et qui Mm. défendent aussi leur terre. Des personnes qui sont engagées sur les zones à défendre, donc là, plutôt d'un héritage enfin, de l'autonomie, qui viennent de l'autonomie. Après, on a des simples citoyens et citoyennes qui, eux, se battent ici ou là sur leur territoire contre des projets nuisibles. Alors ça, c'est la base de... Mais après, on a plein de, enfin, des organisations ou des associations plus généralistes du type ATTAC, des syndicats comme la Confédération paysanne, enfin, qui est extrêmement importante, ou l'Union syndicale solidaire, enfin, etc., etc. Bref, ça fait une composition, une richesse politique, mais vraiment très très forte et encore une fois très très fluide. Et je trouve ça vraiment important. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ça, c'est quand même du mouvement, enfin, pour ce qui est de notre territoire, hein, enfin, de l'écologie en général, qui est quand même très 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 blanche. Alors ça ne veut pas du tout dire, parce que ça c'est notre dimension de leur composition. Parallèlement, ils composent aussi avec les profondeurs historiques, notamment historiographiques. Ce sont des très grandes lectrices et lecteurs. Oui. Ils n'ont pas peur de composer avec le bas Moyen Âge pour ce qui est de l'histoire des luttes paysannes ou populaires, mais également ils dilatent les espaces géographiques au présent et ont énormément de relations avec toutes les luttes qui s'inventent, qui voient le jour alors autour de notre pays, ou bien plus loin, sur d'autres continents. Bon. Et eux-mêmes d'ailleurs sont très très regardés, observés de l'extérieur, parce qu'effectivement ce qui se joue avec ce mouvement est d'une pertinence assez rare dans tout ce qu'elle invente, même si eux disent qu'ils n'inventent pas, qu'ils récupèrent plein de gestes ailleurs. Je pense qu'on va y revenir, mais ils inventent des choses. Et donc, oui, donc dans ce cadre-là, donc c'est vrai que c'était une question que moi je leur posais, parce que par différents amis, on savait que des groupes, notamment des quartiers populaires, et racisés, donc du coup avaient très envie de les rencontrer. Et donc, je me faisais voilà, partout, sur tout le tournage, avec Lucie Cormand, une de nos coproductrices. On se faisait vraiment les porte-paroles de ces demandes de rencontres. Donc, c'est des choses évidemment, qui étaient tout à fait, enfin, qui étaient en cours de travail, voilà, chez eux. Évidemment, ils avaient et ils ont toujours sur une culture décoloniale très très forte. Mais ces rencontres étaient en train de se faire, et nous-mêmes les provoquions, donc je ne pouvais pas décemment filmer ce qui était en train là pour le coup, enfin, qui était juste aux prémices de ces rencontres. D'accord. Et donc ça sera l'objet effectivement d'un deuxième film qui sera basé, enfin, qui sûrement s'articulera autour de ces rencontres des banlieues populaires, des zones périurbaines et des jeunesses rurales. Enfin voilà, D'accord. c'est ça le prochain objet. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. D'accord. Mais il y a quand même une composition, comme tu dis, très large. Ouais. Et cette diversité qui permet de réfléchir avec de l'ouverture et de sortir justement de la fameuse pensée en silo, qui est tellement devenue problématique. Il y a une dimension dont on n'a pas du tout parlé dans la composition, c'est aussi la présence très 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 forte des femmes au cœur du mouvement. Et ça aussi, c'est extrêmement important, avec tout l'héritage des féminismes
qui mettent au travail vraiment fortement l'ensemble du mouvement, enfin, y compris aussi l'apport de toutes les politiques queer, enfin, etc. Enfin, donc, ça compose très très fort et très large et avec beaucoup de fluidité, ça c'est vraiment très très important et sûrement au-delà de ce qu'on a dit, de tout ce qu'on connaît de leur engagement. Et ça, c'est ce que j'ai découvert voilà, dans le sous-bassement du mouvement. C'est toute cette dimension qui est liée à la subsistance, on va dire ça comme ça, mais à une vraie politique de la subsistance au sens très large. C'est-à-dire que ils sont aujourd'hui, il faut penser qu'ils sont capables de, par avec leur grenier, avec leur intercantine, à répondre à plus de 100 000 repas du jour au lendemain pour l'appui d'une lutte. Ouais. Voilà, ils sont capables de travailler. Enfin, ils travaillent par ailleurs à l'autoconstruction et la mutualisation. Alors ça va des bâtisseurs, mais ça commence et c'est vraiment peut-être le plus important avec l'outil. Et voilà, qui permet énormément de choses. On pourra y revenir éventuellement, mais dans cette politique de la subsistance, on a dans cette grosse réflexion autour de la subsistance, il y a le prendre soin, quoi. Et ça, c'est vrai que on parlait de fluidité, et je pense que c'est extrêmement important, le prendre soin de soi, du camarade, voilà, qui est engagé de haute lutte à nos côtés, mais aussi de celles et ceux qui arrivent en renfort sur les manifestations, sur les mobilisations, sur les actions. Et aussi le prendre soin plus largement de l'ensemble du vivant. Et ça passe par mille et un gestes, quoi, à la fois très techniques, ce qui peut être de l'ordre juridique avec les legal teams, etc., ou médical, ou psychique, enfin bref, il y a plein de... Oui, oui, mais Et ça, ouais, il y a des mots, il y a des expressions qui reviennent souvent d'ailleurs, comme réenchantement, solidarité, soin politique, puissance d'agir. Et ce ne sont pas des mots juste placés là parce que ça sonne bien, des bonnes intentions. On voit avec ton film sur le terrain qu'il y a une concrétisation très importante, une mise en pratique, quoi, une mise en acte de tout ça. Donc avec justement les fameux greniers, je vais te laisser, si tu veux bien en parler un petit peu, aux intercantines, les fermes solidaires, les réseaux de ravitaillement, des mutuelles de matériel, la mutualisation et l'autoconstruction de l'outil avec l'atelier paysan, des bâtis de maisonnées collectives. Alors, il y a beaucoup de charpentiers dans le mouvement, du soutien juridique. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces mises en pratique vraiment très concrètes, de cette organisation quand même très aboutie, quoi? Ben, oui, ça c'est très très beau. Alors ça, je pense que c'est fortement invisibilisé, non vu, non su. Évidemment, les médias ne s'en parlent pas. Mais je pense que ça, c'est vraiment un point. Alors là, voilà, quand ils disent, ils n'inventent pas, je pense que là, quand même, là, ils posent des jalons très très forts et qui déplacent énormément, en fait, le rapport aux politiques parce que du coup, eux s'inscrivent dans un déjà là. On est dans un processus d'émancipation, mais avec avec de l'émancipation qui est là, quoi. Et donc, ça, c'est, je pense, un point très, très important et qui va au-delà enfin, qui peut aller au-delà de la subsistance, hein, qu'on pourrait appeler l'économie de résistance au sens fort du terme. C'est que ça permet de pouvoir vivre et lutter, comme ils disent, comme ils l'empruntent aux paysans travailleurs, cher à Bernard Lambert. Mais oui, on peut d'autant mieux vivre et mieux lutter que on arrive comme ça à s'inscrire dans des mutualisations très riches à mille égards, quoi. Et je pense que, enfin, eux-mêmes le disent d'ailleurs, hein, que c'est par là qu'ils peuvent épaissir leur propre existence en l'épaissant à l'ensemble des vivants, en expérimentant collectivement, en posant, en travaillant d'innombrables savoir-faire qui mettent en partage, en posant, qui permettent de pouvoir à la fois poser l'ensemble de ces gestes justes qu'ils portent, qui peuvent aussi, enfin, qui permettent aussi de pouvoir s'inscrire dans le long cours, dans la lutte, quoi, pleinement. Enfin, et ça c'est quand même à voir, c'est très 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 beau. Oui. Mais on sent aussi que beaucoup de ces personnes, enfin de celles qui parlent dans ton film, sortent
du cadre justement du prêt-à-penser, elles pensent en dehors de la boîte et on sent dans celles que tu as interviewées qu'il y a une culture vraiment très forte derrière leurs analyses, leurs réflexions, jusqu'où ces personnes que tu interroges sont représentatives de l'ensemble. Parce que là, quand même, on est le niveau est quand même, c'est top niveau, quoi. Tout ce qui est dit, leur façon de poser ce qu'ils défendent, et il y a un mélange, on sent, de culture intellectuelle, de lecture, de tout ça, et de bon sens, tellement Mm. évident. Ça, c'est, je trouve, très fort, parce qu'on sent cette sincérité qui touche. Et c'est pas juste du formatage intellectuel et on sort des belles idées, ça se connecte, quoi. On sent quelque chose de très puissant à ce niveau-là, Mm. en tout cas dans les personnes que tu présentes. Oui, oui, ben c'est quelque chose donc vraiment commun à l'ensemble du mouvement. Ben, c'était pour ça aussi que enfin, je voulais proposer enfin, ce voyage sur à la rencontre de différentes personnes qui habitent différents territoires, hein, et de pouvoir circuler comme ça du glacier jusqu'à Ah l'océan. oui, la ZAD en Euh, altitude, ça c'est assez chouette aussi, hein. ouais. Et donc, Avec oui, d'ailleurs une ben, phrase que j'ai notée là, que j'ai trouvée vraiment, qui est simple et belle, sur le glacier. Je crois que c'est la jeune femme qui dit ça et qui dit l'expérience sur le glacier qui n'est pas un lieu de vie habité, c'est un lieu qui est habité autrement que par des humains. Et après, donc après qu'ils aient passé du temps pour défendre cet endroit, et après on l'aime, et lorsqu'on aime quelque chose, on a envie de le défendre. ben, ouais, tu vois, c'est une autre dimension des puissances des soubassements des puissances d'agir de ce mouvement, c'est qu'effectivement, y compris dans la conflictualité, ils arrivent à conjuguer la lutte avec l'amour. Et ça, c'est très beau. Et c'est là où on peut effectivement on peut revenir sur ce qu'on disait. Enfin, pour pouvoir arriver à proposer de si belles conjugaisons, je pense qu'il faut avoir effectivement passablement épaissi son existence et effectivement rencontrer les infinités causales du vivant pour pouvoir voilà, pour porter ce genre de conjugaison, hein, d'offrir ce genre de conjugaison. Ils sont nombreux et nombreux à le faire et ça, je trouve ça très 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 fort et je pense que c'est précisément de là qu'ils puisent leur puissance, enfin la force de l'engagement, quoi, de leur engagement. C'est leur terreau, c'est là où c'est là où ils prennent racine, hein, c'est là où ils se nourrissent, ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots une jeune femme qui doit être agricultrice, oui, parce qu'elle parle de sa ferme, ravitaille ceux qui font grève, leur donne à manger bio, font des distributions d'aide alimentaire, apportent des pâtés, ils apportent, hein, pas elle tout seul, des pâtés, des yaourts, du pain qu'ils ont fait pour les grévistes, parce qu'ils vont gagner moins. Et donc, oui, comme il est dit dans le film, des cagnottes, bon, ça a déjà été... Mais là, on voit que ça prend une ampleur. Par exemple, les chantiers de maraîchage, les greniers, les intercantines, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Ben, en fait, donc, c'est des mises en culture collective qui se font partout en France, Mhm. ces greniers, donc qui sont extrêmement vertueux. On est au-delà du bio, qui vont alimenter les intercantines, donc qui font un peu de logistique, et les cantines qui vont être à l'appui de leurs différentes actions, de leurs différents mouvements, ou je sais pas, d'événements type les résistantes, ou je sais pas, enfin, donc, voilà, donc de plein de choses que portent les soulèvements, et quand il n'y a pas d'événements, ou de lutte, ou d'action particulière et collective, ces greniers, ces intercantines ben, se mettent à disposition vont soutenir les grévistes. Et quand il n'y a pas d'action ni de grève, ben, l'ensemble de ces subsides sont distribués aux plus démunis. C'est vrai qu'on est sur des très grandes échelles, donc là encore c'est très puissant, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça réserve aussi des portes d'entrée dans ce mouvement pour différents types de personnes. Quand on a 80 ans, on n'a pas forcément envie, bien que certaines personnes le font, mais d'être en premier rang dans les manifs. Par contre, effectivement, aller cultiver avec les amis le champ,
1 à 2 fois par semaine, c'est tout à fait possible, plus Oui. accessible, enfin voilà, Mm. ou voilà, cuisiner, ou enfin, etc., etc., parce qu'il y a plein de différentes portes qui restent ouvertes pour accueillir le plus de diversité de personnes au cœur du mouvement. Et il est aussi souvent question de l'importance du droit. Il y a quelqu'un qui dit dans le film, ça a du sens d'utiliser le levier du droit. 47 bassines ont été annulées par la justice. C'est important, je trouve aussi, justement, de montrer cet aspect qui a des résultats. Et donc la partie du droit, elle a l'air d'être assez solide. Ouais, donc il y a toute une legal team effectivement qui travaille à la fois à la défense et à la protection des militantes et des militants, mais aussi qui porte des actions en justice en appui des actions qui sont portées collectivement là par les mobilisations. Donc c'est pour eux très souvent le blocage, l'occupation et le désarmement. Mais parallèlement effectivement à ça, ils ouvrent d'autres fronts, notamment juridiques. Et effectivement, enfin bon, il y a une activité très très importante. Après, enfin voilà, elle est d'autant plus forte qu'ils aussi ils sont fortement criminalisés. Et donc voilà, ce sont effectivement des groupes là très 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 actifs. Et ce que je trouve qui est vraiment intéressant avec ce film, c'est que justement, au moment d'un procès ou d'un événement de heurts, d'affrontement entre les forces de l'ordre et des personnes qui sont sur des zones à défendre, on va avoir quelques secondes, quelques minutes dans les journaux télé. Et en fait, on voit deux forces qui s'affrontent. Mais là, on comprend en amont tout ce qui les amène jusqu'à ce moment-là et pourquoi ils le font. Et en fait, ça semble, enfin pour moi en tout cas, et je pense pour pas mal d'autres gens, tous ceux qui réagissent dans les salles, je crois en ce moment, lors des avant-premières, on est quand même pas mal à trouver que ces combats, pour la plupart, j'ai pas fait tout l'inventaire, mais la plupart de ceux que j'ai regardés de plus près sont juste pour notre avenir en fait. C'est pas, et Ouais. on n'est pas sur juste des questions d'affrontement d'idéologie qui seraient purement intellectuelles. On est quand même dans des sujets qui parlent de notre survie dans les années qui viennent par rapport à l'effondrement de la biodiversité, protéger cette biodiversité et au réchauffement climatique évidemment. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus tout est lié. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi la force de ce mouvement qui est bitricéphale. Où, par exemple, enfin voilà, donc quand on s'engage sur du blocage, de l'occupation ou du désarmement, quand on s'engage sur des actions juridiques, enfin quand on mobilise, enfin on mobilise aussi du récit, enfin parce qu'ils ont toute une production, ils communiquent beaucoup, enfin ils écrivent. Il y a un très très bon bouquin que j'invite tes auditeurs à découvrir, qui est Première secousse aux éditions de la Fabrique, où il pose énormément de choses. Enfin, c'est une très belle mise à nu réflexive sur le mouvement. Et évidemment, donc là, ce que tu questionnes aussi par rapport à ce que tu dis du juste, oui, c'est ça. Et eux sont là-dedans sur ces questions de légitimité et de légal. Donc oui, effectivement, ils sont du côté de la légitimité absolue, de la défense des communs, de l'intérêt général, de la défense aussi de l'ensemble du vivant. Hein. Et effectivement, ça passe par des gestes qui ne sont pas forcément légaux aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment intéressant de penser ces rapports-là. Enfin, voilà, parce que évidemment, ce qui est aujourd'hui légitime politiquement dans leur action peut devenir légal demain et faire loi. Hein, voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant de le peser aussi. Et qu'effectivement, la justice sur la question des méga-bassines, elle est aussi déplacée. Les médias ne le rappellent pas, mais Sainte-Soline 2 est interdite de fonctionnement quand même. Voilà. Donc on arrive quand même ils arrivent à obtenir des victoires. Ça, c'est très important, ouais, bien sûr. Oui, et puis on comprend aussi que c'est pas juste s'opposer pour s'opposer en se disant avec une vision très très primaire, oui, ça va contre la nature. C'est que c'est prouvé. On sait pourquoi les méga-bassines sont maintenant vraiment des aberrations et dangereuses. C'est sûr que là, ce qu'on voit au niveau
ces répressions, ces moments de confrontation, on voit, et là c'est tellement symptomatique de exactement où on en est actuellement de l'époque, quoi. On voit deux mondes, deux approches du monde qui s'affrontent pour défendre leur conception sur la façon de produire, de consommer. Et là maintenant, on voit qu'on arrive, les clivages sont de plus en plus importants et on voit vraiment ces deux mondes, un monde qui défend le vivant et un monde qui défend des intérêts financiers au détriment du vivant. Oui, oui. Et on voit ça, et ce qu'on voit aussi, c'est la joie de ce déjà-là, qu'ils travaillent, qu'ils mettent en partage, voilà. Et ça, c'est aussi très, très important, c'est que, voilà, et c'est ce qu'on ressent aussi dans les salles, hein, c'est-à-dire que les retours des spectatrices et des spectateurs, c'est ça, ils nous parlent de la force que donne le film, voilà, le fait qu'ils soient entraînés par cette joie. Oui, parce qu'il y a Et je beaucoup pense d'intelligence collective et d'humilité aussi. Énormément de mise en partage. Oui. Et donc les personnes qui sont... donc là, oui, parle-nous un peu là, de toutes ces avant-premières, parce que on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde et que les gens étaient très heureux après le film. Ouais, oui, alors c'est très beau parce que c'est très touchant parce que effectivement les salles sont pleines, pour pas dire qu'on joue là, enfin, quasi systématiquement à guichet fermé. Donc c'est très beau de voir des salles, voilà, ces salles communes de cinéma se mettre à vibrer, ça pleure, ça rit pendant le film. Et lors des débats, enfin, ou quand on sort des salles, on discute de manière plus informelle avec les spectatrices ou les spectateurs. Oui, ils nous disent de combien ils se sentent portés, déplacés, mis en joie, voilà, avec l'envie de les rejoindre, avec aussi une drôle de... Ça revient très souvent, quand même, cette idée de... C'est une drôle d'impression d'arriver quand même d'arriver dans la salle avec une inquiétude vis-à-vis de ces éco-terroristes. Enfin, comme si on avait finalement, enfin, sans que, bien que progressiste ou bien que attentif à la nature, on arrivait quand même nos médias mainstream arrivaient à nous distiller dans l'esprit, voilà, des représentations assez négatives de ces personnes. Alors, et donc effectivement, et alors les gens disent mais que c'est voilà, enfin ils en sont les premiers surpris. Et qu'en 1h45 de film, ils sont complètement déplacés et ils repartent emportés, quoi. Donc c'est assez, enfin, voilà, tout ça c'est très beau. Les discussions sont généralement très denses, belles et sensibles à la fin des projections. Voilà, donc c'est plutôt joyeux. Voilà, à 3 semaines de la sortie du film, on se dit que voilà, on a hâte maintenant de rencontrer le grand nombre pour voir comment ce que ça va produire. Oui. Mais Mais c'est une belle voilà. énergie, c'est vrai, on sent des gens sains, quoi, sains d'esprit, des gens qui ont des belles personnes, quoi, pour le dire simplement. On a beaucoup ça dans les retours, effectivement, de gens qui étaient voilà, très très éco-anxieux et qui disent bah, le film était un remède merveilleux à l'éco-anxiété parce que vraiment Oui. on sort de là, oui, on a envie d'aller à la rencontre de cette commune humanité. Et ça, c'est si le film pouvait produire ça, si le film pourrait devenir ce pare-feu cinématographique et citoyen autour de ce mouvement, ça serait merveilleux. En tout cas, voilà, c'est une petite odyssée dans cette commune humanité qu'on a tentée. Oui, c'est très beau. Et il y a un site, je vais mettre le lien dans le texte Ouais. qui accompagne le podcast, soulèvement au pluriel -lefilm.org, sur lequel aussi tu donnes des pistes pour rejoindre, pour soutenir, aussi pour faire venir le film. Oui, tout à fait. Alors, donc, il y a toutes les avant-premières, voilà. Après, il y aura toutes les dates, toutes les séances à partir du 11, donc du 11 février, sortie nationale. Voilà, Et puis, toutes les soirées accompagnées. Et évidemment, après, il y a toute une série de pages pour pouvoir à la fois récupérer du matériel autour du film, mais aussi et surtout rentrer en relation avec les soulèvements et les différentes organisations, structures, associations qui composent avec eux. Après, on est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que le site, c'est l'endroit le plus complet. bien. Euh,
Ah oui, avant de terminer, quand même, il y a beaucoup de personnalités, et pas des moindres, qui ont soutenu le mouvement officiellement. Alain Damasio, Philippe Descola, Marine Tondelier, Valérie Masson-Delmotte, et j'en passe. Ce soutien-là, je trouve ça quand même assez sympathique par rapport à tout ce déferlement d'agressivité, de violence, de police, de force de l'ordre. C'est les récompenses des gestes de notre ministre de l'Intérieur de l'époque, hein, qui était vraiment très futé dans son intervention. C'est-à-dire que en réponse en fait à la criminalisation de ce mouvement et à sa tentative de dissolution, ces gestes portés par cet homme ont eu pour conséquence, effectivement, la création de quasiment 150-170 comités locaux, de l'adhésion de 200 000 personnes qui se réclamaient du mouvement, et effectivement des soutiens d'un certain nombre de personnalités. Et bon, je pense que c'est une très très belle réponse à la répression. Thomas Lacoste, merci beaucoup. Alors je rappelle, le titre du film, c'est Soulèvement, au pluriel, hein, comme les soulèvements de la Terre. Le film est déjà en avant-première dans des salles un peu partout en France, donc je vais mettre le lien sur le descriptif du podcast pour que, chères auditrices et chers auditeurs, vous puissiez aller, si cela vous intéresse, trouver une séance près de chez vous. Et puis à partir du 11 février, le film sort en salle, donc dans toute la France, au niveau national, on aura la possibilité de le voir là dans toutes les salles. Voilà, un grand merci pour le film et pour ce temps, parce que je sais que tu es dans un hôtel et que pour caler l'interview, il a fallu jongler entre les moments où tu es sur la route et les moments où tu es dans les salles avec les gens pour discuter après les films, et donc c'est quand même compliqué, et puis tu as besoin de repos aussi, donc un grand merci pour tout ça. Merci infiniment, Anne, merci à toutes et à tous. Je ne prends pas la route, hein, je suis sur le rail. Mais... Ah, en rail, d'accord. Ouais. C'est pas toujours facile de relier tout en rail, mais... Non, mais j'y tiens, parce que c'est cohérent. Voilà, c'est un peu cohérent, oui. et ça permet aussi de pouvoir travailler voilà, dans oui, ces trains. Ouais, et c'est une autre façon de se déplacer, de voyager, qui me va beaucoup mieux que la route. Bravo. Bien. Ok, très bonne continuation. Et puis, je vais mettre tous les liens avec le podcast. Et donc, à très bientôt. Merci. Merci infiniment. Bonne continuation. Au revoir. Bonne soirée. Chères auditrices et chers auditeurs, si ce podcast vous a plu, si vous êtes sensible à l'importance des sujets abordés ici, merci de soutenir mon travail. Je réalise toute seule le site et le podcast de So Sweet Planet, un média complètement indépendant, sans publicité. Vous pouvez me manifester votre soutien sur DonorBox, c'est très simple, et aussi sur Patreon et PayPal. Cliquez sur le lien dans le texte du podcast, je compte sur vous.